Cette clé de voiture qui traîne dans ta poche, vas-y, sors-la. Tu la prends pour acquise. Tu t'attends à ce que la voiture démarre, t'emmène bosser, te ramène en un seul morceau. Sauf que cet objet apparemment banal est l'arrière-petit enfant d'un instant de détresse. La prière silencieuse d'un pilote installé dans une bête de métal, filant dans l'obscurité à plus de 160 km/h. Frein qui lâche, moteur à pleine gueule, et il reste encore 23 heures. La fiabilité que tu prends pour acquise, elle s'est achetée à coups de catastrophes en course, moteur qui explose, train roulant qui cède, et l'espoir qui fuit sous le capot. Sauf que la survie, à l'époque, ce n'était pas gagné. On improvise. On recoue les pièces avec des mécanos capables de rafistoler un Titanic avec du scotch alu et une phrase bien placée. Et c'est là que tout commence. 1900. La course, ce n'est pas la victoire, c'est juste survivre. En Italie, aux alentours de la Coppa Florio, on voit des pilotes aux prises avec de vieilles caisses à clous. Fiat, Mercedes, des sortes de tracteurs en furie, prêts à exploser d'un moment à l'autre. Ces engins ne sont pas faits pour durer. Chaque course est une condamnation à mort pour boulons, freins et égaux. À l'époque, les routes, des pièges. Un nombre certain de caisses reviennent, mais à peine, cabossés, fuient et plus agressifs qu'au départ. Et dans les stands, les constructeurs observent. Si une voiture peut encaisser ce genre d'enfer, elle encaissera n'importe quoi. On teste d'abord des sprints courts, pensant que la vitesse suffit. Mais non, la vitesse c'est facile, la survie c'est une autre paire de manches. Alors on double la distance. Toujours pas suffisant, la vitesse n'était pas le problème, la fragilité oui. Les voitures lâchaient avant la tombée de la nuit. Les survivantes revenaient complètement décousues, moins de pièces qu'un puzzle Lego laissé sur une table d'anniversaire. Puis une idée a frappé, et si le vrai test, ce n'était ni la vitesse, ni la distance, mais le temps. 1907, Angleterre, la toute première course de 24 heures démarre. L'objectif, tenir jusqu'au lever du jour. La réalité, un carnage mécanique. Les moteurs surchauffent avant minuit, les freins se désintègrent comme du papier mouillé, les voitures tombent en morceaux, laissant derrière elles des boulons et des regrets. Mais ce chaos, ce n'était pas la fin. C'était le début, le plan de naissance d'une nouvelle forme de course, Le Mans. Un test de 24 heures, pour la machine et pour l'humain, où la vitesse compte, mais la survie compte plus. L'endurance, ce n'est pas juste rouler vite, c'est tenir. Les pilotes tirent tout de leur voiture, jonglent avec la conso, l'usure des pneus, l'équilibre qui change à chaque tour. Chaque virage est un bras de fer avec la physique. Mais voilà le problème, ces courses ne cassent pas que les nerfs, elles cassent les voitures. Les moteurs chauffent, les suspensions se tordent et le carburant disparaît plus vite que l'espoir dans une stratégie d'arrêt au stand bancal. Et à l'époque, circuit voulait dire vraie route, asphalte défoncé, chemin en terre et parfois une chèvre au milieu. Si une voiture survivait à ça, ce n'était pas de la chance, c'était un message. Et les gens ont commencé à écouter, les constructeurs aussi. Quand une voiture tient 24 heures sous torture mécanique, les clients commencent à faire confiance à la marque. Et les gens ont commencé à écouter, les constructeurs aussi. Quand une voiture tient 24 heures sous torture mécanique, les clients commencent à faire confiance à la marque. Le grand public n'a pas besoin de chrono, il veut une voiture qui ne lâche pas au fond d'un col, sous la neige ou à 30 bornes de la prochaine station. Les courses d'endurance, c'était un projecteur, cru, intransigeant, et il ne mentait pas. Alors, les marques ont commencé à viser plus haut que les trophées. Elles ont visé la fiabilité. Au début du XXe siècle, Peugeot, Bentley et Alfa Romeo ne couraient pas juste pour gagner, ils couraient pour prouver que leur voiture pouvait encaisser et continuer. Dans les années 50, la guerre est finie, mais la bataille pour la fiabilité ne fait que commencer. Les routes s'améliorent, les voitures évoluent et les courses d'endurance montent en puissance. Les années 50 et 60 voient naître les légendes du Mans, la Jaguar D-Type, la Ferrari 250 Testarossa et plus tard, la Ford GT40. Ces voitures, plus solides qu'un entraînement de Rocky en boucle. Et cette robustesse, elle n'est pas restée sur la piste. Ce qui tenait bon au Mans a fini sous le capot des voitures de tous les jours. Testée en France, survivante en Floride. Besoin de preuves? La percée des freins à disque de Jaguar au Mans dans les années 50. Installée sur des voitures de série dès le milieu de la décennie. L'obsession de Porsche pour le refroidissement du flat six de la 911. Optimisée année après année sous la pression des 24 heures. Ces courses ne repoussaient pas juste les limites, elles faisaient exploser les faiblesses, obligeaient à innover. Et chaque solution trouvée sur la piste finissait, un jour ou l'autre, entre les mains de Monsieur Tout-le-Monde. Regarde Audi, leur domination au Mans dans les années 2000 avec la R8, puis la R10 TDI, ce n'était pas juste pour gagner des trophées.
C'était pour pousser les performances et la longévité du diesel à fond. Et ce qu'ils ont appris là-bas, tu le retrouvais ensuite dans leur gamme TDI, du couple à bas régime, une consommation affûtée, éprouvée pendant 24 heures d'enfer. La technologie hybride de Toyota, aiguisée au Mans. Tu crois que le freinage régénératif de ta Prius a été inventé en labo ? Pas du tout. Il a été forgé dans le trafic à 280 km/h à 3 heures du matin, sous la pluie. Même les pneus doivent leur progrès à l'endurance. Michelin et Dunlop n'ont pas développé des gommes multi-compound juste pour faire joli dans les pubs. Ils l'ont fait parce que les pneus s'effondraient à mi-course. Il fallait des gommes capables de survivre aux variations thermiques, à l'usure violente, aux transitions sec-humide en temps réel. Et ça a forcé les ingénieurs à innover, vite. Et puis, il y a l'aérodynamique. Avant que les courses d'endurance ne punissent les erreurs d'écoulement d'air, l'appui aérodynamique, c'était de l'intuition. Mais quand les voitures ont commencé à décoller sur la ligne droite des hunaudières, les ingénieurs ont compris. Les souffleries ont cessé d'être de la science amusante. Elles sont devenues des plans de survie. Et tout ça, ça a fini dans la berline familiale. Ligne plus fluide, meilleure conso, plus de stabilité à haute vitesse. Ce n'était pas une révolution, c'était des milliers de petites évolutions. Système de refroidissement, frein optimisé, gestion du carburant, cartographie moteur, refroidissement des turbos, matériaux allégés. L'endurance n'a pas inventé tout ça, mais elle a rendu ces choses indispensables. Et une fois que c'était indispensable, ça devenait réel. C'est ça que la plupart des gens ratent. L'endurance ne teste pas que ce qui marche, elle expose ce qui casse. La vraie trace qu'elle laisse, ce n'est pas une coupe, c'est ce qui n'a pas lâché. Chaque pompe à eau grillée au Nürburgring, chaque étrier figé à Spa, chaque boîte de vitesse explosée à Sebring, ce n'était pas juste des galères de course, c'était des leçons. Et à force de pièces pétées, les voitures sont devenues meilleures. Alors, quand ta caisse démarre tous les matins sans râler, quand les freins mordent bien même sous la pluie, quand le moteur ne lève pas les bras en plein embouteillage sous 40 degrés, souviens-toi, ce confort ne vient pas du luxe, il vient du chaos. Des pilotes qui s'endorment au volant à la 14e heure, des moteurs qui crient pitié au 219e tour. C'est là, au cœur de la nuit, quelque part vers le Mans, qu'est née la fiabilité moderne. Pas dans une salle de réunion, pas dans une pub, mais avec une voiture qui refusait de s'arrêter. Mais il y a des histoires que peu de gens connaissent. Prenons la Mazda 787B. En 1991, elle devient la première, et toujours l'unique, voiture à moteur rotatif à remporter les 24 heures du Mans. Déjà, ça suffit à entrer dans l'histoire. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est comment elle l'a fait. La voiture a bouclé les 24 heures sans aucune panne moteur, sans rebuild, sans souci majeur. Pendant que les autres sautaient leur boîte ou faisaient griller leurs pistons, la 787B enchaînait les tours, heure après heure. Elle a parcouru plus de 4920 km, l'équivalent d'un aller Paris-Moscou et retour à mi-chemin. Son moteur à 4 rotors R26B, pas juste rapide, léger, fluide et refroidi comme un glaçon sous pression. Cette course a forcé Mazda à peaufiner son moteur rotatif, surtout en réglant les surchauffes et les fameux problèmes de joint d'apex qui collaient à la réputation du rotatif comme un chewing-gum dans un radiateur. Et le résultat, des modèles comme la RX-7 FD porteurs de ce code génétique d'endurance. Même l'obsession actuelle de Mazda pour le poids plume et les blocs compacts remonte à cette victoire de 1991. Changeons de décor, cap sur l'Allemagne, les 24 heures du Nürburgring. Ce n'est pas juste une autre course d'endurance, c'est un crash test déguisé en compétition. Le tracé, long, étroit, impitoyable. Plus de 170 virages, une météo schizophrène, des dénivelés à te faire perdre la boussole. Brouillard d'un côté, chaleur sèche de l'autre, pluie au milieu. C'est de la violence contrôlée sur bitume. Contrairement au Mans et ses grandes lignes droites, le Nordschleife punit chaque faute. Suspension, pneus, direction, tout doit être réglé au millimètre. Ici, tu ne te détends jamais en voiture, tu la tiens par les nerfs du début à la fin. Et pourtant, les constructeurs en redemandent. Pourquoi ? Parce que si une voiture survit ici, elle peut survivre n'importe où. BMW, Mercedes AMG, Porsche, même Hyundai envoient leurs modèles de série s'y faire martyriser. Et ces fameuses Nürburgring éditions, ce n'est pas pour frimer. C'est ce qui arrive quand un break familial encaisse 20 minutes de torture chronométrée et revient entier. Prenons la M3 GTS. Ces suspensions n'ont pas été dessinées dans un PowerPoint. Elles ont été cuites sur l'asphalte, contraintes sur les pneus, montées en température, fatigue des ressorts. Les chiffres étaient clairs. Pareil pour les supports moteurs actifs de Porsche ou les systèmes de refroidissement d'AMG. Ces trucs-là ne viennent pas d'une idée brillante dans un bureau, ils viennent de l'échec répété et corrigé. Et là, on boucle la boucle.
Que ce soit Mazda avec son moteur rotatif ou Mercedes qui dompte la chaleur d'un 6 cylindres turbo, l'endurance n'a pas juste influencé la fiabilité, elle l'a exigée. Et cette exigence a bâti les voitures qu'on conduit aujourd'hui. Pas toutes, évidemment, mais si ta voiture freine mieux, garde la tête froide ou prend mieux les virages qu'il y a 30 ans, dis-toi qu'elle porte peut-être un peu de l'ADN du Mans, et beaucoup de souffrance mécanique. Si t'aimes les moteurs qui refusent de mourir, jette un œil à notre vidéo sur 5 des meilleurs moteurs diesel. Ça pourrait bien changer ta définition du mot fiabilité. Et selon toi, quelle est la technologie la plus importante que l'endurance a apportée aux voitures de tous les jours? Balance ta réponse dans les commentaires. La chaîne est encore jeune, alors chaque like, chaque com, chaque abo nous aide à continuer. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.